Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle fenêtre sur le monde, en compagnie d'Adrien Dessuin, membre du comité de rédaction de Conflit. Nous recevons cette semaine Éric Anseau, professeur à Sorbonne Université, historien du 19e siècle, pour évoquer les élites françaises de la Révolution à aujourd'hui, dont nous allons voir comment celles-ci ont évolué, leur formation, le rôle aussi qu'elles ont eu dans la société française. Avant d'aborder cette question des élites, je vous rappelle la parution de notre dernier numéro de Conflit, dont le dossier est consacré à la mer de Chine, un numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com, site sur lequel vous pouvez également vous abonner. En vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de développer la revue et de vous offrir ce contenu en libre accès. Et puis également en parlant de Conflit autour de vous, à vos amis. Si vous appréciez nos émissions, n'hésitez pas à les diffuser et à les faire connaître à ceux qui pourraient ne pas encore les connaître. Éric Anseau, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Conflit. Vous avez publié parmi vos ouvrages celui-ci, donc Les élites françaises, des Lumières au grand confinement. Vous avez consacré une partie de votre travail d'historien à Napoléon III, au Second Empire et au XIXe siècle de manière générale, qui est votre domaine de spécialité. Quand on parle des élites françaises, on est un peu sur un sujet un peu sensible. D'ailleurs, la couverture montre certaines personnes qui vont mal finir puisque on est en pleine terreur et donc elles vont être décapitées. Il y a un rapport passionnel aux élites en France. C'est-à-dire qu'à la fois, elles sont parfois aimées, espérées. Il y a toujours un peu le mythe de l'homme prévidentiel qui parcourt l'histoire politique française. Et dans le même temps, il y a une détestation, une méfiance. Même le mot d'élite n'est pas, dans le pays de la République et d'égalité, n'est pas forcément apprécié. Avant d'aborder des sujets un peu plus généraux que vous avez évoqués dans l'ouvrage, mais si on regarde sur le temps long, soit 2 derniers siècles, est-ce que cette notion d'élite a évolué? Est-ce qu'on a des traits communs? Ou est-ce qu'en fonction des régimes ou des périodes de l'histoire, on voit des aspects vraiment particuliers du rapport des Français à leurs élites? Bien, merci pour votre question. Alors effectivement, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre? C'est un intérêt de très longue date. Quand j'étais jeune, en fait, une vingtaine d'années, je me posais déjà la question de cette défiance des Français à l'égard de leurs élites. On en parlait, on était sous la Mitterrandie dans les années 1980, et très vite, après un état de grâce, les premières années du premier mandat de François Mitterrand, il y a eu une chute, une décrue dans l'opinion publique, et par la suite, au début des années 2000, Sciences Po Paris m'a proposé de faire un cours sur ces élites, et assez curieusement, en me plongeant dans la bibliographie pour préparer ce cours, je me suis rendu compte qu'il y avait eu très très peu d'ouvrages sur ce sujet, pourtant tout à fait central, car comme vous le disiez, les Français manifestent, et c'est ce qui les caractérise peut-être en Europe, la plus grande défiance vis-à-vis de leurs élites. D'ailleurs, on le voit sur le temps long. Depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu quand même 13 changements de régime, là où nos camarades britanniques n'en ont pas eu. Donc c'est quand même un signe très net. Vous me posiez la question des permanences et des différends. Je crois que en termes de différence, il y a ces changements de régime incessants, ces alternances d'une élite politique à une autre élite politique. Mais il y a 2 choses qui perdurent. D'une part, c'est la superstructure administrative, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires arrivent à se perpétuer le plus souvent, alors il y a quelques exceptions, mais le plus souvent d'un régime à l'autre. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément qui est aussi très très intéressant, c'est le point de vue sociologique. C'est-à-dire d'un point de vue sociologique, et j'ai commencé, vous le rappeliez tout à l'heure, avec les Lumières et la Révolution, là on a un très grand changement sociologique au sein des élites, puisque advient au pouvoir la bourgeoisie par l'intermédiaire de la Révolution, mais depuis cette Révolution, eh bien cette bourgeoisie en fait se maintient globalement à quelques très très rares exceptions près. On pensera à la Commune, et encore la Commune n'a pas gouverné toute la France, se maintient au pouvoir sous divers avatars. Sans faire du Bourdieu de bas étage, il avait d'une certaine façon raison avec les livres qu'il a publiés en 64 et en 1970, La reproduction et les héritiers. La bourgeoisie est encore là au pouvoir. Et en même temps, on comprend aussi que pour avoir des fonctions politiques, il faut avoir une éducation, avoir des connaissances juridiques, économiques. Donc c'est normal aussi que
ceux qui les ont et ensuite le pouvoir administratif ou politique. Bien évidemment, mais on pourrait s'imaginer une école davantage démocratique qui permette aux jeunes issus des milieux populaires, ce que l'on appelle les fils du peuple à l'époque au XIXe siècle, aujourd'hui on dirait fils du peuple et filles du peuple, eh bien d'accéder aux fonctions dirigeantes. Globalement, on en a toujours eu. On pensera à un Adolphe Thiers, qui est une personnalité très très importante de notre vie politique du XIXe siècle, qui est d'un milieu, je dirais, assez populaire. Et il y en a d'autres, mais globalement, ils sont quand même très très minoritaires au sein du personnel dirigeant, parce que les lieux qui ont formé notre élite, c'est l'une des caractéristiques françaises, eh bien, sous divers avatars, perdurent d'une certaine façon depuis l'Ancien Régime jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le modèle de la grande école. Alors, la grande école d'Ancien Régime, on pensera par exemple, si vous voulez, aux écoles militaires. On pensera ensuite, à partir de la période révolutionnaire consulaire et impériale, à Polytechnique et à Saint-Cyr. On pensera ensuite aux facultés de droit qui vont, je dirais, constituer une pépinière en fait pour nos élites. Et on pensera en 1848, puis à partir de 1946, à une école de l'administration qui s'appelle l'ENA. Et d'ailleurs, ce qui est amusant sur l'époque, enfin intéressant sur l'époque récente, c'est de voir qu'il y a eu une réprobation de l'énarque. C'est peut-être d'ailleurs le sentiment partagé un peu par tous les Français. Mais en 2017, c'est un autre énarque qui a été élu. Donc on a beau avoir une réprobation quasi générale contre cette école, on a eu de nouveau un président et des premiers ministres énarques. Oui, ce qui est très amusant de constater, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron est un pur produit de l'énarchie, et il a voulu, j'ai appelé ça le populisme de l'extrême centre en 2017, c'est-à-dire se démarquer du milieu dont il était originaire, et il a jeté dès son livre Révolution, mais il l'a mis en acte ensuite, avec le fameux rapport Thiriet, eh bien l'énarchie en pâture, annonçant la suppression de cette école. Ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que Patrick Gérard, qui est l'actuel directeur de l'ENA, eh bien avait commencé à réformer considérablement cette école. Et je rappelle toujours que d'une part, eh bien aujourd'hui les énarques font beaucoup de stages, donc sont ancrés, je dirais, dans les territoires. Et par ailleurs, il n'y a jamais eu autant de boursiers et de fils du peuple et de filles du peuple à l'ENA. On a 33% de boursiers. Dans aucune autre de nos grandes écoles aujourd'hui, on a une proportion telle. Et c'est le moment où on supprime cette grande école. C'est tout à fait incroyable. Emmanuel Macron avait un mot justement sur l'histoire de France qui était assez juste, qui n'était pas de lui, qui était représenté de quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié le nom. C'était que les Français avaient besoin, la personne du roi leur manquait, ils avaient besoin régulièrement de couper la tête du roi pour en mettre un nouveau. Et c'est un peu ce qu'il a fait. D'ailleurs, en titrant son livre Révolution, il s'était inscrit tout à fait dans ce cadre-là. Est-ce que, justement, le système français, se coupant progressivement des élites, n'a pas besoin, justement, de ces révolutions tout le temps pour renouveler ces élites, ce qui donne cette histoire hachée et coupée en permanence, alors que ce n'est pas le cas en Angleterre? Pourquoi, à votre avis, cet esprit révolutionnaire si français? Alors, Ezra Suleiman, qui est un politiste américain, a titré l'un de ses livres paru en 2007 ou 2008, Schizophrénie française. Et dans ce livre, je crois qu'il a percé au jour le tempérament, la mentalité des Français. Les Français sont perpétuellement tiraillés entre le regret d'avoir décapité leur roi Louis XVI en 1793. Ils ont un besoin de verticalité, peut-être davantage que d'autres peuples, et en même temps ils ont une soif, je dirais, d'égalité, qui est indéniable, et donc effectivement ils ont tendance à s'en prendre dès que ça va mal à leurs élites. On l'a bien vu avec la récente pandémie. Alors avec le recul, c'était très dur de dire une chose comme ça au début, d'autant plus que je ne nierais pas qu'il y a eu des erreurs monumentales qui ont été faites par le gouvernement, mais on se rend compte avec le recul que notre gouvernement n'a ni plus mal ni mieux géré que d'autres gouvernements de démocratie libérale cette crise. Or, quand on questionnait les Français, systématiquement, et encore aujourd'hui, vous avez aujourd'hui de grands sondages internationaux qui sont faits par YouGov, par exemple, ou Harris Interactive, eh bien, les Français sont ceux qui classent le plus mal leurs dirigeants, leur élite politique. C'est assez fascinant. Sur 45 peuples sondés, les Français arrivent en 44e ou 45e position. Donc, il y a une récurrence ici, c'est vrai, de ce désamour des Français pour leurs élites. Et c'est marqué notamment par des taux d'abstention gravissimes depuis 20-30 ans. On parle aujourd'hui de post-démocratie. Et c'est un mot que vous reprendriez ou pas ? Oui,
Tout à fait, on peut l'utiliser dans la mesure où effectivement c'est un véritable problème quand on voit qu'un président de la République, comme en 2017, est élu en gros par 1/5 du corps électoral, ou que les maires de nos grandes villes l'an dernier ont été élus également par 1/5 du corps électoral. Ici, c'est peut-être dû en grande partie au fait que les Français ont le sentiment assez juste, je crois, que nos dirigeants politiques sont dessaisis par des organismes, des institutions supranationales de la réalité du pouvoir, ou bien encore par un pouvoir économique qui aujourd'hui fait la loi. Vous savez, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que très souvent ce qui se passe aux États-Unis précède ce qui va devenir en France à 20 ou 30 ans de distance. Et Charles Wright Mills, qui est un politiste américain, avait écrit un livre assez fascinant à la fin des années 1950 dans lequel il disait que les élites, il utilisait le pluriel pour les États-Unis, étaient en train de se transformer en l'élite au singulier, en fait une super élite, puisque les milieux économiques, les milieux de la défense et les milieux politiques s'interpénétraient. Et d'une certaine façon, on a assisté aussi un petit peu à ça en France. Quand on reprend le parcours d'un Emmanuel Macron, mais on pourrait également voir ceux qui l'ont entouré, Édouard Philippe, son premier ministre, ou bien encore son chef de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, eh bien, ils ont fait des allers et retours entre la haute fonction publique, parfois le monde politique, et puis les milieux économiques. Et là, les Français, effectivement, n'aiment pas trop qu'on fasse ça, parce que je dis pas que c'est mal, ça permet aussi d'être en prise avec l'économie, d'être en prise avec le terrain, mais il y a toujours possiblement des conflits d'intérêts. Or, il y a eu de fait un certain nombre de scandales qui ont éclaté ces dernières années. Emmanuel Macron avait promis qu'il nous en débarrasserait par l'avènement du Nouveau Monde. Or, il y a eu de nouvelles affaires qui ont éclaté depuis 2017. Vous avez parlé du supranational, mais les Français ils ont souvent l'impression aussi d'une hypercentralisation autour de Paris qui les coupe finalement de leur vie quotidienne. Est-ce que c'est pas aussi un élément de ce désamour français? On aime le jacobinisme en France, on aime la centralité, on aime le pouvoir, l'autorité, mais en même temps, on sent bien que du coup, ça favorise ce phénomène d'élite et non pas des élites. Alors ça, c'est totalement vrai, ce que vous dites. Effectivement, on est sur un modèle, et Tocqueville l'avait bien montré, qui nous vient de l'Ancien Régime. C'est que Tocqueville, dans l'Ancien Régime et à la Révolution, postule le fait, qui est très vrai, me semble-t-il, que dans certains domaines, il n'y a pas de rupture entre 1789, avant et après. Et nos rois, nos monarques absolus avaient commencé cet effort inabouti certes, mais de centralisation qu'ont repris les Jacobins et qu'a repris à la suite Napoléon. On a d'une certaine façon un État jacobino-bonapartiste très centralisé, ce qui fait la spécificité de la France, pas seulement de la France, il y a d'autres États qui sont centralisés, mais le nôtre l'est en tout cas beaucoup. Et de ce fait, je dirais, eh bien, à chaque fois qu'on a une fièvre hexagonale, pour reprendre cette expression tirée d'un livre de Michel Vinocq, eh bien, cela remonte à la tête, au cerveau, c'est-à-dire à Paris. Dans des États où le pouvoir est davantage dilué, alors je ne me sers pas, moi je suis assez centralisateur moi-même, mais ce qui se passe en Allemagne avec les Landes, eh bien, là, de ce point de vue, on a une part d'autonomie de la part de ces Landes, et tout ne remonte pas à Berlin lorsqu'il y a une crise. On l'a bien vu au moment justement de la pandémie où ces territoires allemands avaient une part d'autonomie dans la gestion de la crise. Ce qui n'était pas le cas en France. Ce qu'on a manqué, c'est une sorte d'amortisseur de subsidiarité. Et en même temps, enfin, on l'a souligné tout à l'heure, mais un maire aujourd'hui a très peu de responsabilités, notamment en termes d'urbanisme. C'est souvent le préfet qui va décider là où il faut construire et comment construire. Donc, ne contrôlant ni l'urbanisme ni ses finances, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses contraintes. Même dans une grande ville, un maire a une marge de manœuvre qui est extrêmement réduite. Donc, on peut comprendre que c'est très vrai. Nous avons eu, depuis la loi Defferre de 1982, 3 lois soi-disant de décentralisation, mais on se rend compte que les élus de base ont de moins en moins de pouvoir, ce que vous disiez est très vrai, et puis c'est rajouter des couches, en particulier l'intercommunalité, qui limite encore la marge de manœuvre du maire de base. C'est qu'on a décentralisé par la loi et on a centralisé par des décrets qui viennent couper toute la décentralisation. Tout à fait. Il y a un autre point, à mon avis, qu'on pourrait ajouter, c'est la faiblesse du Parlement en France, qui est quand même historique, surtout sous la Ve République, bien sûr, mais pourtant, moi aussi, j'admire beaucoup la Ve République et l'œuvre du général de Gaulle, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a un Parlement
qui est une chambre d'enregistrement, en tout cas pour l'Assemblée, et que le Sénat, souvent, est relégué dans une opposition un peu stérile. Et est-ce que, je sais que vous êtes historien, évidemment, donc vous avez travaillé sur le passé, mais est-ce que vous voyez une issue à tout ça? Est-ce que ça va être une nouvelle révolution? Est-ce que on va pouvoir se réformer? Comment faire pour sortir de ça? Là, vous emmenez l'historien sur un terrain vers lequel il n'aime pas aller. L'historien n'est pas un confident de la Providence. Il peut donner des éléments qui permettent aux autres de se faire une idée et de faire de la prospective, mais lui se gardera bien d'en faire. Ce qui est certain quand je me tourne vers le passé, c'est qu'en fait, la situation de la Ve République et la Constitution telle que l'a conçue Michel Debré, telle que l'a conçue le général de Gaulle, avait un ancrage historique. Et il avait un ancrage historique dans les deux empires, celui de Napoléon et le Second Empire, Napoléon III. C'est assez fascinant, je dois faire le renvoi au calendrier grec, mais toujours un article avec un collègue constitutionnaliste sur le parallèle entre la Constitution de 1870, celle de l'Empire dite libérale, et la Constitution de 1958. Quand vous retirez l'hérédité d'une part et le contrôle de constitutionnalité de l'autre, parce que paradoxalement il existait en 1852 et il n'existe plus en 1870, nous l'avons aujourd'hui par le Conseil constitutionnel, eh bien il y a un parallèle fascinant entre ces deux constitutions avec un parlementarisme canalisé. L'expression a été utilisée par Napoléon III et elle sera reprise par le général de Gaulle et Michel Debré. Donc ça correspond relativement à notre identité, mais pour le coup, il y a eu, je dirais assez paradoxalement, avec les successeurs du général de Gaulle, une accentuation de ce phénomène. C'est très net, on évoquait tout à l'heure Emmanuel Macron. En 2017, on a eu un renouvellement absolument incroyable du personnel parlementaire. On l'évoquait tout à l'heure en off, c'est le plus grand renouvellement du personnel parlementaire depuis 1958. Même en 1980, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, on n'avait pas eu un renouvellement tel en matière sociologique et en matière de députés eux-mêmes. On a des députés qui sont très inexpérimentés aujourd'hui et bien évidemment pour le pouvoir exécutif, c'est un atout pour dérouler en fait son programme. Avec toute la question du non-cumul des mandats qui a encore plus coupé ces députés de leurs électeurs. Bien sûr, ça c'est une décision qui a été prise sous le quinquennat précédent, le quinquennat de François Hollande, et j'avais publié une tribune dans le Figaro à cette occasion en disant attention, je tirais la sonnette d'alarme, nous allons avoir des élus qui risquent d'être déconnectés en fait de leurs électeurs. Hein. Bien évidemment, ils ont une permanence, les députés, mais ça ne suffit pas pour bien connaître les territoires, et on l'a vu au moment du mouvement des Gilets jaunes, on avait ici une élite parlementaire très largement déconnectée des populations. Alors bien évidemment, il y a eu des excès dans le cumul des mandats, mais on pouvait trouver peut-être un moyen terme, conserver un exécutif local en parallèle d'un mandat national. Hein, et on a refusé cela. Comme souvent en France, on passe d'un extrême à l'autre et on a du mal à faire, malheureusement, dans la nuance. On n'est plus sous l'époque c'était Jean Le Canuet qui était député, maire de Rouen, président du département, de la commune d'agglomération, il avait 5 ou 6 pouvoirs exécutifs. Oui, on a eu pire, on a eu 9, 10 cumuls de mandats, l'Aniel, d'autres encore, les ont cumulés les mandats. Il y avait déjà eu des premières restrictions dans le cumul des mandats, mais on a voulu absolument aller encore au-delà, alors que la réforme, à mon avis, était déjà suffisante, il y avait déjà eu des freins. Peut-être le nombre de cumuls aurait pu être éventuellement... Ça m'amène à une autre question. C'est sur justement ces élites qui sont, quand elles sont renouvelées fortement, elles ont tendance quand même à s'expérimenter, à gagner au fur et à mesure. C'est normal qu'au début elles tâtonnent, mais là j'ai l'impression que il n'y a pas eu on n'a pas gagné franchement dans le travail parlementaire sur les 5 ans derniers en qualité. J'ai l'impression qu'on est resté sur cette impression de... Là, c'est une question un peu sensible, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est une question sensible parce que ça va m'amener à des jugements de valeur. Il y a des lois importantes indéniablement qui ont été prises sous le quinquennat. Je pense à la loi du 24 août dernier sur les grands principes républicains et les menaces qui pèsent sur eux. C'est une loi indéniablement importante qui modifie toute l'architecture. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer dans une autre émission par rapport à la laïcité française, puisque c'est la loi qui va le plus loin. On avait une première loi, vous savez, sur le foulard dans les établissements scolaires en 2004, mais en dehors de cette loi, c'est la loi qui remet le plus en cause, qui modifie le plus la laïcité française depuis 1905. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de grande loi qui ait été votée. Par contre, indéniablement, on se rend compte que dans l'équilibre qui se fait traditionnellement entre projet de loi,
ceux qui émanent du gouvernement, et propositions de loi, ceux qui émanent du Parlement, eh bien là, on est totalement dans le projet de loi. Il y a très peu de propositions de loi qui vont advenir et faire des grandes lois. Donc ça rejoint la question précédente que vous aviez posée. Il y a, à mon avis, une accentuation du déséquilibre entre les deux pouvoirs au sein de cette 5e République après 50 ans d'existence. Un autre élément, Éric Anceau, par rapport à ces questions d'élite, c'est que vous avez souligné qu'il y a eu 13 régimes oui. À peu près depuis le début 19e. Et on voit aussi une continuité administrative, c'est-à-dire que les hommes politiques changeant, ce qui reste, ce sont les fonctionnaires, ou les hauts fonctionnaires qui, eux, ne changent pas ou changent très peu d'un régime à l'autre. Et donc, finalement, là, on a une classe d'élite qui se maintient et qui est inconnue, qui n'est pas élue et qui a le savoir administratif, qui sait exactement comment fonctionnent les choses, qui a le pouvoir aussi. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce soit elle, ou est-ce qu'on l'a vu aussi peut-être au XIXe siècle, c'est-à-dire que ce sont ces élites administratives qui ont pris le pouvoir, indépendamment des événements politiques qui finalement... entre la monarchie de Juillet, Second Empire, Seconde République, ça a peu d'influence. Tout à fait, vous avez raison, un état profond. C'est assez fascinant d'entrer dans le détail des choses et de voir qu'en fin de compte, lors des grands changements de régime, je pense à 1815, le renversement de Napoléon et le retour des rois en fait. Autre changement important, 1830, on passe d'une monarchie, on va dire, restaurée par rapport à celle de 1789 à une monarchie de forme républicaine, le roi des Français. 1848, l'avènement de la Deuxième République, puis 1870, le passage de l'Empire, du Second Empire à la Troisième République, eh bien, on va écrêter le sommet de la haute fonction publique et les corps les plus politiques, en particulier les préfets. Mais qui va remplacer souvent ces préfets? Ce sont les sous-préfets, ceux qui étaient à l'échelon inférieur. Et donc, si vous voulez, on ne modifie pas en profondeur. Il faut des gens formés pour les occuper. Il faut des gens formés, bien évidemment. Non, mais je me contente ici de donner des faits. Je ne porte pas là encore de jugement. Vous avez raison. Il faut que ça soit des gens formés. Mais du coup, d'une part, ils vont perpétuer des pratiques qui avaient été les leurs quand ils étaient à l'échelon inférieur. Et d'autre part, avoir peut-être la main par rapport aux politiques. Parce que eux, en fait, ont l'expérience. Et ça a joué à plusieurs reprises. Et en particulier, vous avez raison, au début de la Troisième République. Là, c'est assez fascinant. On est dans le cadre d'un régime d'assemblée. De voir, quand on analyse les choses au cœur, que qui détient le pouvoir, c'est d'une part l'Assemblée, et d'autre part la haute fonction publique, et assez peu, en fin de compte, le gouvernement. Parce que ça veut dire que même s'il y avait un changement gouvernemental et que le nouveau gouvernement voulait changer les recteurs, les préfets, etc., il peut pas avoir des gens ex nihilo qui sortent de nulle part. Donc forcément, il va prendre, on va dire, les officiers inférieurs qui vont devenir officiers supérieurs. Donc on peut pas changer un corps administratif du jour au lendemain. Bien évidemment. Alors cela dit, on dit, et c'est assez juste, y compris aujourd'hui, même si l'État est plus sophistiqué, nécessite plus de compétences et de moyens, qu'il faut en gros 350 personnes, 350 hauts fonctionnaires pour diriger la France. Et là, ça se trouve... Dans mon livre, j'évoque l'idée de contre-élite, c'est-à-dire à certains moments donnés, on le voit en 1848, des personnes qui n'ont pu accéder aux hautes fonctions, ou qui avaient accédé sous un régime antérieur et qui avaient perdu ces hautes fonctions, revenir au pouvoir. Donc périodiquement, on a pu s'affranchir ici d'un personnel politique. Mais ce sont effectivement des moments extrêmement limités sur le temps long de notre histoire contemporaine. Il y a aussi la question de l'adhésion intellectuelle, fin 1830, des légitimistes qui refusent Louis-Philippe. Il y a ceux qui ont pu refuser l'Empire. Je pense à un Tocqueville, par exemple, qui dit non, moi l'Empire, jamais je collaborerai avec Napoléon III, donc il part en exil intérieur. Mais ça, c'est quand même des cas très isolés. Ou un Guizot qui fait toute sa carrière sur la monarchie de Juillet et qui après ne revient plus. Donc, mais c'est vraiment des cas très rares finalement, ces figures-là. Quoique, d'autant plus que Guizot, en plus, est revenu d'une certaine façon en 1870, tout à la fin, oui. Puisqu'il a siégé dans une commission extra-parlementaire très importante sur la réforme de l'enseignement supérieur. Alors, il y a un cas de retrait complet, vous faisiez allusion tout à l'heure à 1830, effectivement, les légitimistes, ceux qu'on va appeler à partir de ce moment-là les légitimistes, qui vont s'enfermer dans leur château et refuser de participer à la vie politique de la monarchie de Juillet. Mais en dehors de ça, ce sont davantage des cas isolés
que la majorité. Et même dans des transitions de régime qu'on qualifiera de dures, je pense à l'avènement de la 4e République, au lendemain, bien évidemment, du régime de Vichy et de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires, de personnel du régime de Vichy vont être récupérés à la suite. L'épuration, là encore une fois, on prend quelques exemples, mais on ne s'affranchit pas complètement du personnel militaire antérieur. Un cas de figure, c'est Antoine Pinet, par exemple. Antoine Pinet, il est maire de Saint-Chamond sous la Troisième République, avant donc le régime de Vichy. Sous le régime de Vichy, il siège au Conseil national, qui est en quelque sorte, si vous voulez, une sorte de parlement, je mets des guillemets à ça, du régime de Vichy. Et puis il va avoir, sous la 4e République, la carrière qu'on lui connaît, puisqu'il deviendra président du Conseil, chef du gouvernement. Il y a François Mitterrand, c'est un peu pareil. Oui, alors par contre, alors François Mitterrand entre la 4e et la 5e République indéniablement, mais ce serait lui faire un mauvais procès de dire qu'il a occupé de grosses responsabilités sous Vichy. Il a été présenté au maréchal Pétain. Il y a une photo très célèbre qu'avait exhumée Pierre Péan et que nous avons tous en tête, mais il n'a pas été un haut fonctionnaire de Vichy. Je pense pas tant à Vichy qu'au fait que sous la 4e, il a été ministre des colonies, de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, oui, et il finit président. Donc lui, de la 5e. Exactement. Il y a un autre aspect, à mon avis, important en France de la sécession des élites, c'est que les élites elles-mêmes souvent se plaignent de pas pouvoir finalement avoir la main quand ils sont au sommet du pouvoir, et qu'il y a un État en fait un peu immanent qui déroule, qui fonctionne un peu tout seul. Et les ministres, en fait, finalement, se plaignent d'être juste des porte-parole de leur administration, de ne pas pouvoir vraiment diriger l'État. Est-ce que ça, c'est pas un mal français qui traverse les siècles ? Oui, alors d'une certaine façon, c'est un petit peu ce contre quoi cherche à lutter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait eu des résolutions très très importantes quand il était devenu président de la République en 2017. Il avait dit qu'il convoquerait les 200 chefs des administrations centrales, et que, un petit peu dans le cadre d'un système à l'américaine, le fameux Spoil System, il les remplacerait, il les écarterait pour mettre en place de nouvelles personnalités. Et concrètement, il ne l'a pas fait, puisque, alors certains diront c'est déjà beaucoup, mais c'est moins que ses prédécesseurs. Il n'a remplacé qu'un peu plus de la moitié, entre la moitié et les 2/3 de ses personnalités, là où généralement on en remplaçait les 2/3. La plupart de nos ministres, effectivement, font ce reproche à leur administration, qui sont souvent dans la main, en fait, des directeurs de ministères. C'est pas totalement faux, effectivement, et là c'est un mal assez français. Parce que dans un pays comme l'Allemagne, j'y reviens, ou dans un pays comme l'Angleterre, eh bien, le ministre a une main beaucoup plus grande sur ses conseillers, ceux qui l'entourent dans la fonction publique. Mais inversement, les ministères disent « mais heureusement que nous, on garde la maison et qu'on a cette continuité, parce que sinon, on ferait n'importe quoi, on serait obligé de… » Donc, bon… Bien évidemment. On est toujours, vous savez, sur le fil. Il faut trouver un équilibre entre les deux et ne pas passer d'un excès à l'autre, me semble-t-il. C'est ce qu'on parle de continuité de l'État, c'est un peu la grande notion aussi, de dire que finalement les gouvernements changent, mais l'administratif, elle reste. Ouais. Exactement. Ouais. Et on évoquait en début d'émission la question de la formation, je voudrais y revenir parce que c'est un sujet qui est effectivement important. On voit ces grandes écoles qui ont été créées pour une partie sous Napoléon Ier, enfin Polytechnique par exemple, qui a pendant longtemps eu sous la Révolution Polytechnique, mais tout à fait. Pendant longtemps, Polytechnique a eu un quasi-monopole, notamment pour les administrations publiques ou bien les entreprises publiques aussi. Saint-Cyr, non. Saint-Cyr est resté d'ailleurs une école militaire. C'est vrai, tout à fait. C'est Bruno Bellost qui a consacré sa thèse de doctorat à Polytechnique, et il montrait que, en fait, il y avait sur la totalité d'un cours 19e siècle, de 1815 à 1870, 3000 polytechniciens qui avaient irrigué l'appareil d'État. C'est absolument considérable. Polytechnique jouait, par exemple, beaucoup plus qu'aujourd'hui, on le sait peu, mais le rôle que joue aujourd'hui l'ENA. C'est assez fascinant. Or, Polytechnique, à la base, n'était pas destiné, justement, il y avait sans doute un manque, que les républicains, en 1848, ont voulu combler en créant une école méritocratique d'administration, l'ENA. C'est Hippolyte Carnot qui la crée. Et puis, très vite, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République en décembre 1848, il supprime cette école qu'il trouve trop républicaine pour revenir à des lieux formatifs de l'élite plus classiques. Polytechnique d'une part, et puis une autre pépinière des hauts fonctionnaires, l'auditorat au Conseil d'État.
Napoléon III, de ce point de vue, était l'héritier de Napoléon. Le Conseil d'État était l'enfant chéri de son oncle Napoléon, et l'auditorat du Conseil d'État formait le corps préfectoral, un certain nombre de directeurs de ministères. Il y a Normal Sup également, dans un registre un peu différent, mais ça forme aussi une élite. Oui. C'est censé former une élite. Exactement. Alors pas tant au XIXe siècle. Vous avez peu au total. Il y en a, mais peu d'hommes politiques qui sont issus de Normal Sup. Ce qu'on appellera la République des professeurs, c'est davantage l'entre-deux-guerres. On voit un certain nombre comme ça de figures, je pense au sein du Parti radical. On évoquera Édouard Herriot, par exemple, on évoquera Daladier, qui sont des historiens, des universitaires accédés à la présidence du Conseil. Ça a pu également arriver sous la 4e et la 5e République. Une belle figure, et d'ailleurs très méritocratique, parce que l'ENS est plus méritocratique que beaucoup d'autres écoles, et c'est Alain Peyrefitte, par exemple. Alain Peyrefitte qui a eu toute une réflexion lui-même sur l'élite et la mainmise de l'administration sur le pouvoir, le mal français. C'est un livre à succès qu'il avait publié dans les années 70, tout à fait fascinant à cet égard. Georges Pompidou également, c'est un passé par cette biais-là, comme... Exactement. Il était atypique, Georges Pompidou. Il avait été distingué par le général de Gaulle, mais c'est un agrégé de grammaire, c'est un normalien, passé par la Banque Rothschild. Donc là, il y a quand même un parallèle avec Macron. Et Macron, d'ailleurs, aime beaucoup Pompidou. Il fait très très souvent référence à Pompidou. Il y a une similitude dans leur parcours, mais il est assez atypique, Georges Pompidou, c'est vrai. Il y a une similitude aussi, et surtout, je dirais, avec Valéry Giscard d'Estaing, quand même. Aussi. Alors là, une petite anecdote. Parce que j'aime bien titiller les politiques, je suis sur un réseau social qui s'appelle Twitter, et au moment où Macron avait été élu, j'avais mis un tweet, Macron héritier de VGE, et Louis Giscard d'Estaing, l'un des fils de Giscard, avait dit oui, tout à fait, vous avez raison. Ah oui, c'est intéressant. Donc la filiation est intéressante. Il y a un autre sujet, à mon avis, qui est intéressant pour étudier cette sécession entre le peuple et les élites, qui est un mal français chronique. C'est souvent que le peuple se considère plus proche des intérêts de la France et que les élites sont corrompues aussi par le mondialisme. C'est-à-dire cette idée que ils font partie d'une élite internationale qui les surpasse, et finalement les intérêts de la France passent derrière leurs propres intérêts. Et c'est vrai que quand on vient à Paris et qu'on rencontre les élites, etc., on s'aperçoit assez vite que souvent ils sont invités dans les ambassades, que on leur fait écrire telle ou telle chose pour telle rémunération, on les fait voyager, etc. Et il y a quand même un vrai problème en France avec ça. Tout à fait. Alors je dirais cette dénonciation du cosmopolitisme de l'élite est une récurrence de l'histoire française. Mais elle a pris une très très grande ampleur dans le cadre de la mondialisation que vous évoquez, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, avec les phénomènes de supranationalité. On pensera à la communauté européenne qui se transforme par l'acte unique et le traité de Maastricht en Union européenne. Et puis, bien évidemment, les organismes internationaux, y compris les cours de justice internationales, qui entravent d'une certaine façon la souveraineté. Et les Français sont un petit peu choqués par cela, mais je dirais pas seulement les Français plus que d'autres peut-être, parce qu'ils sont attachés à leur souveraineté et ils ont cette longue histoire, mais ça nous ramène au phénomène populiste. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec le phénomène Trump. Il y a un sentiment chez beaucoup de peuples d'un dessaisissement en fait du pouvoir décisionnel de leurs propres élites par rapport à des organismes supranationaux. Donc ce que l'on appelle, j'aime pas trop le mot, mais du terme de populisme n'est plus spécifique, je dirais, à la France, mais est très très étendu aujourd'hui et participe de ce phénomène de sentiment de dessaisissement du pouvoir. On observe que c'est pas si neuf que ça, puisque déjà au XIXe siècle, on voit des ambassades qui payent des journaux, qui payent des écrivains pour relayer leurs thèses, leurs intérêts, etc. En fait, c'est vieux comme le monde, mais on a le sentiment effectivement que ça s'est accéléré. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis, c'est un peu ma fixation, mais j'allais dire, depuis 30 ans, effectivement, on a l'impression que forcément la première puissance mondiale, celle qui a le plus de moyens, va forcément dérouler aussi à l'étranger ses intérêts, sa politique extérieure. Mais on a l'impression que là, on est vraiment arrivé au bout d'un système. Alors je dirais, pour vous rejoindre, et je partage totalement votre constat, que ça a toujours existé, mais que ça s'accentue.
et qu'en plus vous avez le phénomène de l'information permanente et des réseaux sociaux aujourd'hui qui fait qu'il est beaucoup plus difficile de cacher les choses. Alors bien évidemment, il y a le phénomène du complotisme, de l'infox, mais aussi les informations sortent beaucoup plus vite qu'elles ne sortaient jadis. Et donc, nos gouvernants sont sous le regard aussi de l'opinion publique. Donc, ça accentue aussi indéniablement le phénomène. Et pour l'élite, c'est encore plus dur aujourd'hui que ça l'était jadis. C'est-à-dire que les élites se sont éloignées du peuple. En tout cas, c'est le peuple qui le ressent comme ça. Et en même temps, elles se sont rapprochées puisqu'on les côtoie sans arrêt par ces réseaux sociaux. On les voit en permanence. Il y a une transparence totale. On voit tout. Et donc, d'où cette distorsion permanente. Exactement. Et puis, un phénomène que nous n'avons pas encore évoqué, c'est la vie intime. C'est-à-dire que, également, pour se rapprocher du peuple, c'est un phénomène que j'analyse dans mon livre, depuis les années 80, nos élites politiques, ont participé à des émissions grand public. Alors, au départ, c'était des émissions politiques sérieuses. On pensera à l'heure de vérité, par exemple. Et puis après, elles sont allées de plus en plus vers des émissions people. Donc, Thierry Ardisson, Laurent Ruquier. Aujourd'hui, c'est Cyril Hanouna. Des politiques vont sur le plateau de Cyril Hanouna. Et d'une certaine façon, ça abaisse aussi le politique. Ça le rend plus proche du peuple, mais ça l'abaisse dans sa fonction. Et c'est l'intimité également qui transparaît. Je cite également dans mon livre cet exemple de Ségolène Royal, qui lorsqu'elle a accouché de sa quatrième ou de son cinquième enfant à l'hôpital Bégin au début des années 90, avait convoqué tous les journalistes sur son lit d'hôpital. Elle venait d'accoucher quelques heures plus tôt. Et donc, si vous voulez, tout ça, d'une certaine façon, est assez choquant. Mais la reine accouche en public. Bien évidemment. Tradition française. Vous avez raison. C'est peut-être revenir aux sources. Ouais. Avec une étiquette un peu plus rigide. C'est vrai, quand même. C'est vrai. Et si on retourne à la proposition, il peut dire, effectivement, il y a une coupure entre le peuple et les élites, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi dire que le peuple a les élites qu'il mérite ou qui lui conviennent? Après tout, les gens sont élus, le président, les députés sont élus, donc si le peuple n'est pas satisfait du président, il peut ne pas le réélire ou on peut ne pas revoter pour le député. Alors on voit que il y a des régions avec des députés qui durent parfois plusieurs mandats. Alain Rousset, président d'Aquitaine, inamovible. Il en a son cinquième mandat de président de la région Aquitaine agrandi. Donc finalement, c'est que peut-être que derrière la colère, au moment de mettre le bulletin de vote, il y a un assentiment à une stabilité politique. Non, mais vous avez entièrement raison. C'est d'ailleurs la thèse de mon livre et je reviens dessus en conclusion. On ne peut pas dédouaner non plus le peuple de ce qui advient aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes quand même dans une démocratie. L'offre politique est très importante, même si on ne niera pas que le débat est un peu biaisé par le fait que les médias ne donnent pas, c'est le principe de l'équité et pas de l'égalité, la même audience à tous les candidats à l'élection présidentielle et que tous ces candidats n'ont pas non plus les mêmes moyens pour aller devant les électeurs, il n'en demeure pas moins qu'ils sont à l'égalité devant les urnes. Et donc les Français ont tendance à reconduire à l'élection présidentielle, mais aussi, c'est assez fascinant, dans les mandats locaux, bien souvent, des élus qu'ils déchirent dans leurs conversations privées ou publiquement. Voir des élus qui ont été condamnés, exactement, qui se représentent et qui sont réélus au moment où on va dire ils sont tous pourris, il faut pas que un élu condamné peut pouvoir se représenter, mais enfin bien évidemment. Alors on pourra évoquer, alors là je vais faire bondir les gens qui vont voir la vidéo, mais Patrick Balkany, mais en disant voilà, Patrick Balkany a été condamné effectivement pour ses malversations, et en même temps quand vous questionnez ces électeurs de Levallois-Perret, ils sont très très contents de la gestion municipale de Patrick Balkany. Donc l'électeur là arrive à faire la part des choses en disant oui, c'est peut-être un pourri, mais en même temps on est très content de la manière dont il dirige sa commune. On a le cas inverse, c'est Anne Hidalgo, maire de Paris, où le Parisien a l'air assez peu content, mais enfin elle était quand même assez bien réélue. Été réélu, mais là il y a eu un taux d'abstention absolument phénoménal, comme voilà à Bordeaux, à Lyon, au moment de ces municipales. Alors outre le fait que les électeurs ne se sont pas mobilisés parce qu'ils n'ont peut-être pas vu l'intérêt de ces élections, elles sont tombées en pleine pandémie et donc il y avait une peur généralisée au moment du scrutin. Donc on a cumulé les deux phénomènes et effectivement aujourd'hui on le voit avec un hashtag qui enflamme les réseaux sociaux et même à l'international. On en a parlé dans le New York Times.
Ça cache Paris, hein, donc effectivement, tout ce qui se passe à Paris est très décrié aujourd'hui. Et on voit la cote de popularité d'Anne Hidalgo, y compris auprès des Parisiens, très réduite, avec un score annoncé à la présidentielle. Alors, ce ne sont que des sondages, bien évidemment, on n'est pas encore dans le feu de la campagne, mais qui ne lui promettent pas un horizon bleu. On observe dans l'histoire de France que les électeurs, puisqu'en fait c'est un peu l'histoire de votre livre, c'est aussi la démocratie française qui émerge. C'est un très livre qui est assez épais mais qui se lit très bien parce que c'est une histoire de France. En fait, on revoit toute l'histoire de France, donc c'est très très agréable. Et c'est l'histoire de la démocratie française aussi que vous travaillez là. On s'aperçoit que les Français au début votent plutôt pour un statut ou pour une condition, quelqu'un qui est important dans la société, un notable. Et puis après, au fur et à mesure, on vote plutôt pour des compétences, pour des gens qui ont des diplômes ou qui sont des professeurs ou des gens très éloquents, etc. Enfin, je sais pas, hein, c'est une intuition que je dis ça comme ça. Et est-ce que maintenant, on n'est pas vraiment maintenant sur juste une image, en fait, juste les gens votent juste parce que la personne est belle ou qu'elle s'exprime juste très bien, qu'elle est à droite, elle communique bien. On a toujours procédé ainsi, on a toujours, en tant qu'électeur, voté pour une image, une représentation, bien souvent une représentation sociale. Sous le Second Empire, par exemple, un certain nombre d'ouvriers, je dirais lettrés, intellectuels, bien souvent les protes, ceux qui travaillent dans les imprimeries, reprochaient à l'ensemble des ouvriers, au corps électoral, aux classes populaires, en fait, de voter pour des bourgeois républicains, ceux qui étaient en place. Et il y a eu tout un courant de dénonciation du phénomène, tout ça pour vous dire que ça vient de très très loin, et souvent l'électeur de base vote pour le beau parleur, celui qui est dans une position établie, parce qu'il estime que celui-là aura accès au réseau, au couloir du pouvoir, et permettra de faire valoir davantage ses positions, bien souvent que pour son semblable. C'est ce que, par exemple, a montré Pierre Rosanvallon dans son livre sur le suffrage universel. C'est une récurrence quand même de notre histoire. Et effectivement, la question que vous posez, c'est également celle de la démocratie, le suffrage universel, l'accès au vote, et donc aussi l'éducation du peuple. On a évoqué l'éducation des élites et leur formation, mais il faut aussi une école. C'est qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans population, sans peuple cultivé, informé, qui soit capable de faire les bons choix, et des choix le plus rationnels possible ou le moins passionnel possible. Donc cette histoire des élites, c'est aussi une histoire de l'éducation, de l'école, qui est un sujet qui commence dès le début du 19e avec Guizot, et on n'en est jamais sorti. Exactement, c'est une préoccupation constante des élites, en fait, d'éduquer, d'instruire le peuple pour que celui-ci puisse faire en connaissance de cause les bons choix. Alors à l'époque que vous évoquiez, Guizot, ça se pose en termes différents, parce qu'on est dans le cadre d'un suffrage censitaire, et Guizot dit au peuple, enrichissez-vous de manière à avoir accès au droit de suffrage, et le suffrage était très limité. Je rappellerai un chiffre, à la fin de la monarchie de Juillet, vous n'avez en France que 240 000 électeurs sur une population de 38 millions d'habitants. Donc ça donne la mesure de l'écart entre ce qu'on appellera plus tard le pays légal et le pays réel. Mais après, à partir de la Deuxième République, donc quand le suffrage universel masculin est mis en place, avec le Second Empire, il va y avoir l'idée d'instruire le peuple pour qu'il puisse voter en connaissance de cause. Avec quand même l'idée sous le Second Empire qu'il va falloir lui donner quand même des tuteurs à ce peuple. C'est le principe de la candidature officielle, et on va orienter son choix en lui disant, voilà, un tel est le bon candidat, vous aimez Napoléon III, donc votez pour un tel qui est le candidat de l'empereur. Et c'est en quoi les républicains, alors dans l'opposition, vont faire tout un travail de réflexion. Ces républicains qui sont positivistes, positivistes de gauche, héritiers d'Auguste Comte, je pense ici à Jules Ferry, je pense à Léon Gambetta, et c'est là que va advenir la fameuse école de la République. Alors cette école de la République, par certains côtés, est un mythe, mais il n'en demeure pas moins que l'une des finalités, mais tout à fait fondamentale, de cette école de la République, c'est de faire advenir un citoyen qui puisse user de sa raison au moment du vote. C'est tout à fait fondamental. Et ça, c'est quelque chose que Jules Ferry met en place une fois qu'il devient ministre. Tout à fait. C'est les grandes lois Ferry de 1880, 82 qui sont orientées vers l'école primaire. Et ça veut dire que l'école a davantage une finalité politique que intellectuelle ou de civilisation,
Alors, elle l'a aussi, et l'idée également d'une émancipation sociale, je dirais d'une ascension sociale. Les trois éléments sont liés, mais la finalité politique est première dans l'idée de ces pères fondateurs de la République. Indéniablement. Un Gambetta comme un Ferry, quand vous reprenez leurs textes, quand vous reprenez leurs discours sur l'école, il y a un très célèbre discours que prononce Ferry en avril 1870, on est encore sous le Second Empire, dans lequel il dit l'un des rôles principaux de l'école, c'est de faire le citoyen. Donc est-ce que déjà un Robespierre ou un Danton, d'ailleurs, sous la Révolution, Danton disait l'enfant n'appartient pas à sa famille, mais à la République. Tout à fait, tout à fait. Il y a une récurrence ici. Et Condorcet. Condorcet, c'est aussi le principe de l'institution républicaine et de l'école, de l'instruction et de l'éducation pour faire advenir le citoyen. Donc ça vient de très très loin. De Rousseau même. Et de Rousseau, bien sûr. Tous ces penseurs, tous ces acteurs de la Révolution sont des grands lecteurs de Rousseau. Est-ce qu'on a chez Jules Ferry cette idée d'ascenseur social par l'école? Parce que c'est un des grands thèmes aujourd'hui. Alors on mythifie un peu l'école, Troisième République. C'est propre à notre période à nous, cette notion d'ascenseur social, ou on l'avait déjà chez Jules Ferry et les Républicains? Non, elle l'est déjà chez les Républicains. Elle ne l'est pas uniquement chez les Républicains. Elle l'est déjà chez un certain nombre de ministres de l'instruction publique sous les régimes antérieurs qui ont précédé Jules Ferry. On pensera par exemple à Victor Duruy. Enfin, vous me direz, si on chipote un peu, que Victor Duruy était lui-même républicain avant de se rallier à Napoléon III. Mais elle est présente chez les Républicains. Simplement, pour les Républicains modérés, encore une fois, je dirais l'élément politique précède l'élément social et l'élément culturel. Moi, je voulais juste dire qu'en plus de l'école, pour canaliser le suffrage universel et donc pour faire une démocratie qui soit, pas populiste en fait, les élites ont aussi beaucoup pensé à la deuxième chambre et notamment au Sénat, qui était un élément qui permettait de compenser un petit peu les éruptions du régime d'assemblée qu'on avait connu sous la Révolution. Est-ce que vous pensez pas qu'on a aussi en France un Sénat qui est trop faible en fait? Alors, c'est le principe de la démocratie représentative. Je mettrai un petit bémol à ce que vous dites. Souvent, ces républicains, ces pères fondateurs de la République, envisageaient les choses par le biais d'une seule chambre, d'une seule assemblée. Ils craignaient beaucoup une deuxième assemblée, un contre-pouvoir, parce que c'était davantage dans l'idée, je dirais, des conservateurs. Et d'ailleurs, quand on analyse les choses de façon très précise, quand sont mises en place les institutions de la Troisième République, c'est Gambetta qui fait un compromis historique avec les orléanistes pour que cette deuxième chambre, ce Sénat, qualifié d'ailleurs par certains de Sénat conservateur, puisse advenir. Alors, il n'en demeure pas moins que quand on est républicain modéré, quand on est orléaniste, on est partisan, effectivement, d'un régime représentatif et on se méfie comme de la peste, d'une démocratie directe qui est davantage, je dirais, dans l'ADN des bonapartistes, par exemple, le fameux appel au peuple, plébiscite à l'époque, que l'on appellera aujourd'hui référendum. Je rappelle qu'il y a un grand hiatus dans notre histoire. Les derniers référendums, c'est 1870, le Second Empire, celui sur le dernier plébiscite, 1870, celui sur l'avènement de l'Empire libéral. Et après, il faut attendre 1946, la Quatrième République, pour en avoir de nouveau, et puis pour qu'il soit constitutionnalisé 1958, donc c'est très tardif. Et c'est vrai que le référendum est une question très importante de votre sujet, parce que ça permet au monarque, finalement, de s'adresser directement au peuple, et de donner directement la décision au peuple sans passer par les élites, donc court-circuitant les élites. Et ça, c'est très français quand même. C'est très français, c'est très bonapartiste. C'est même l'Ancien Régime un peu, d'une certaine façon. Un petit peu d'une certaine façon, et avec des consultations populaires d'autres formes sous l'Ancien Régime, bien évidemment, que les plébiscites et les référendums. C'est très gaulliste également. Donc là, il y a une parenté très nette, c'est Francis Choisel qui l'avait montré dans un livre, entre bonapartisme et gaullisme. Il y a une méfiance du général de Gaulle, comme il y a une méfiance de Napoléon III à l'égard des élites, et d'une certaine façon, je sais que j'ai été critiqué pour ça, mais je maintiens, Napoléon III est un précurseur du populisme qu'on retrouvera après. Je sais que Pascal Horry considère que le premier populiste français, c'est le général Boulanger. Moi, j'estime que c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui, du temps où il était président de la République, critiquait les élites qui, justement, elles-mêmes entravaient son pouvoir, en prononçant en province de grands discours, en disant « Mes vrais amis sont sous les toits de chaume et pas sous les lampadaires
lambris dorés des ministères. Donc si ça n'est pas un discours populiste, donc on retrouve chez les bonapartistes et chez les gaullistes cette volonté. Et puis je dirais, pour revenir aux gilets jaunes, qu'on n'a peut-être pas suffisamment évoqué, pourtant c'est vraiment au cœur du système, là, de ce que je décris dans le livre, les gilets jaunes ont cherché à faire promouvoir ce fameux référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, où tout partirait de la base, là. Ça aussi, c'est intéressant. Donc on court-circuiterait l'élite, mais on court-circuiterait également on retrouverait cette idée de démocratie directe. Tout à fait. Qui est aussi celle de la montagne ou des enragés pendant la Révolution. D'ailleurs, pendant les Gilets jaunes, on a retrouvé aussi cette chronologie et ces clins d'œil à la Révolution qu'on a retrouvé dans les manifestations. Il y a toujours quand même ce mythe révolutionnaire qui traverse l'opinion française. Encore aujourd'hui. J'ai une étudiante de master, d'ailleurs c'est assez fascinant, celle qui m'a proposé le sujet, et je l'ai bien évidemment accepté, qui lit le mouvement des Gilets jaunes à l'aune des grands penseurs de la Révolution, de la gauche extrême, et en particulier la Constitution de 1793. Et il y a des parallèles fascinants, et parmi les leaders des Gilets jaunes, les plus cultivés d'entre eux revenaient eux-mêmes sur ce discours révolutionnaire. C'est assez fascinant. Bien, merci beaucoup, Éric Anceau, d'avoir évoqué ces élites françaises. Je rappelle donc votre ouvrage qui est paru chez Passé Composé, les élites françaises des Lumières aux Gilets jaunes, au grand confinement, pardon, mais enfin, le grand confinement, c'est après les Gilets jaunes. Et également le dernier numéro de Conflit consacré à la mer de Chine, notre hors-série Regard sur la guerre, que vous pouvez retrouver sur notre site internet revueconflit.com. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.